Derrière moi, le pont de Saint-Nazaire, à l'embouchure de la Loire. C'est sur ce pont que passe la départementale 213, qu'on appelle aussi la route bleue. En franchissant ce pont, on arrive au sud sur la petite station balnéaire de Saint-Brévin-les-Pins. De l'autre côté, à une vingtaine de kilomètres, on tombe sur Guérande. Saint-Brévin-les-Pins et Guérande, deux villes reliées par la route bleue, deux villes reliées par un même crime. C'est à Saint-Brévin-les-Pins qu'une nuit de printemps 2004, le petit Jonathan Coulon, 10 ans et demi, disparaît d'un centre de vacances sans laisser de traces. Et c'est à Guérande que 6 semaines plus tard, on découvre son corps dans un petit étang sous les fenêtres d'un manoir. 4 années d'enquête, 1500 prélèvements ADN, 7000 pièces de procédure. Les gendarmes explorent toutes les pistes, certaines remontent même jusqu'en Allemagne. Et pourtant, 4 ans après, la route bleue garde ses secrets. Le meurtrier court toujours. L'affaire Jonathan reste non élucidée. Comment Jonathan a-t-il pu disparaître du centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins cette nuit du 6 au 7 avril 2004 ? Je me suis imaginé le pire tout de suite. Je comprends pas que personne n'ait rien entendu, que personne n'ait rien vu. Qu'a-t-il pu se passer pendant ces 6 semaines d'attente interminable, sans nouvelles de l'enfant ? J'ai toujours pensé qu'on allait le trouver. Je me disais, ça va se faire, quoi, ça va se faire, c'est pas possible. Pourquoi avoir déposé son corps à cet endroit-là, dans un plan d'eau minuscule, sous les fenêtres d'un manoir habité ? Cet étang était invisible de la route. Si on ne le connaissait pas, on n'y allait pas. Pour mieux comprendre cette enquête hors norme, ses enjeux, ses pièges, nous interrogerons les témoins, les gendarmes, les experts. Et nous avons demandé à un enquêteur professionnel de nous accompagner sur les lieux du crime. Il s'appelle Jean-Marc Bloch. Il a dirigé les plus grands services de police de France, de l'anti-gang au SRPJ de Versailles. 37 ans de carrière dans la PJ, où il a appris autant de ses succès que de ses échecs. Les affaires qui sont résolues, on les oublie, on passe à une autre. Celles qui ne sont pas résolues, je crois qu'on y pense toute sa vie, on les oublie jamais. Jean-Marc Bloch nous apportera son expérience de l'enquête criminelle pour poser un regard neuf sur l'affaire Jonathan et tenter d'éclairer les nombreuses zones d'ombre qui entourent encore le crime 4 ans après. Alors dans une affaire de disparition comme celle de Jonathan, quelle est la première question qu'il faut se poser ? Il y a 2 questions qu'on se pose. Les 2 premières questions qu'on se pose, c'est à quel moment, essayer de déterminer le plus précisément possible à quel moment cet enfant a disparu et de quel endroit il a disparu, où il était quand il a disparu. Alors justement, nous y sommes, PEP 18, le centre de vacances, les pupilles de l'enseignement public du Cher, un endroit qui a fermé quelques mois après la disparition de Jonathan. Aujourd'hui, comme on peut le vérifier, il est à l'abandon. Les locaux ont été squattés, le mobilier pillé et les murs sont intacts quand même, ce qui nous donne une idée assez précise de ce que l'endroit a pu être au moment des faits. Jonathan est parti en classe de mer le 31 mars 2004 au matin avec ses 24 camarades de CM1, CM2 de l'école d'Orval, un petit village du Cher. Au bout de la route, à 450 km de là, il y a la mer. C'est la première fois que Jonathan va la voir. Stéphane Coulon se souvient du départ de son fils. Il savait qu'on n'avait pas trop les moyens à l'époque, donc il nous avait dit qu'il n'avait pas envie de partir pour pas nous embêter. Mais après, quand on lui a dit qu'il allait y aller, qu'il allait voir la mer et tout, il était très heureux. Il y avait un petit copain qui était parti avec lui, qui était attaché à lui. Ils étaient amis depuis quelques années. Donc il est parti en toute confiance. Au programme de la classe de mer, cours le matin, activité de découverte l'après-midi. Une semaine au grand air. Janine Decosse conduisait l'autocar qui a emmené les enfants à Saint-Brévin. Elle dormait aussi au centre et les a conduits dans tous leurs déplacements pendant la classe de mer. Elle raconte le dernier soir où Jonathan a été vu. Le 6 avril au soir, donc, nous avons dîné comme d'habitude dans le réfectoire. Les enfants ont eu, je ne me souviens plus exactement avec les années passées, j'ai oublié certaines choses. De toute façon, si c'était pas vraiment une boum qu'ils ont eu, ils ont eu une veillée. Michael Bouton était animateur au centre. 20h à peu près, 20h. 20h30 on commence la veillée. Bon, des fois ça déborde un peu parce qu'il y a brossage dedans. Et puis on les a mis au lit, quoi. Enfin, normalement, comme d'habitude. Paul a aujourd'hui 15 ans, il partageait la chambre de Jonathan. On a tout de suite voulu être dans la même chambre aussi avec d'autres copains. On s'est couché comme tous les soirs.
Il n'y a rien eu de spécial. J'ai plus trop de souvenirs. Je me rappelle avoir entendu une voiture près du truc, mais quand je dors en fait. Donc nous, avec ma binôme, on faisait des tours de garde. Parce qu'il faut être malin, il faut qu'ils dorment aussi, parce que pendant une semaine intensive, des fois ça les fatigue. Donc on se promène dans les couloirs, on écoute comme ça à travers les portes, et puis quand ça dort, moi je vais me coucher, quoi. On s'est couché, il était plus de minuit, il me semble. Mais après la dernière ronde des animateurs, il y a encore de l'activité. En plus, il y avait sur le centre une soirée organisée par les ados qui préparaient le BAFA. Vers minuit, 1h du matin, il y avait toujours ce bruit et je me suis levée pour aller aux toilettes et je devais de ma chambre, bien sûr, traverser toute l'entrée. Et en allant aux toilettes, quelle ne fut pas ma surprise de voir la porte d'entrée ouverte. Mais quand je dis ouverte, c'est grande ouverte. Alors, je l'ai refermée. Et puis, ma foi, on est loin de penser à ce qui malheureusement s'est passé. Donc, je referme la porte, je vais me coucher. Et puis, ma foi, rien de particulier. Rien de particulier. Et pourtant, dans quelques heures, un événement va marquer à jamais les occupants du centre. Il devait être 7h à peu près. 7h15, ouais. Vous vous réveillez, vous faites votre travail comme tous les matins. Vous faites le tour des chambres, vous tapez à la porte. Vous dites aux enfants que c'est l'heure bientôt d'aller déjeuner, donc il faut se préparer, ils se réveillent doucement. On se réveille et puis on voit qu'il est plus là en fait. Il y a son sac avec ses vêtements, tout ça. Donc on se dit qu'il a dû aller aux toilettes ou quelque chose comme ça. Et puis au bout d'un certain temps, on commence à se demander où il est passé. Donc on avait l'idée d'aller voir dans les couloirs, mais on s'est dit si on se fait attraper, on va se faire engueuler, donc on est resté dans la chambre. Donc on fait le tour des chambres et puis je vous dis, quand on arrive dans la fameuse chambre de Jonathan, ses camarades ils me font mais Jonathan il est pas dans son lit. Il est parti, il est pas là. Donc nous on a pris ça pour une blague, quoi. On a cherché dans les placards, on a cherché dans la salle où on fait la boum, la salle télé, on a cherché dans les cuisines, on a cherché dans l'autre dortoir, on a cherché là où on fait les lessives. Michael l'appelle. Jonathan, bon allez, sors d'où tu es, ça suffit maintenant, tu viens déjeuner. On l'a hurlé même. Parce qu'on s'est dit, peut-être qu'il nous fait une farce, et quand il va voir vraiment qu'on s'inquiète, il va peut-être réagir. Donc tout le monde l'a appelé. Mais non, pas de réaction, et c'est là où il y a tout qui vous tombe dessus, quoi. Donc j'ai prévenu direct l'institut il a prévenu le directeur, et le directeur il a appelé la gendarmerie. Le capitaine Stéphane Rapaille fait partie des premiers gendarmes qui se rendent sur les lieux. Ce matin du 7 avril, vers 8h30, on a effectivement quelqu'un de la colonie PEP 18 de Saint-Brévin qui alerte la brigade de Saint-Brévin, en signalant qu'un enfant de la colonie est absent à l'appel qui a eu lieu vers 7h quelques moments plus tôt. Les parents de Jonathan ne seront alertés qu'en début d'après-midi. Mon portable a sonné, c'était son propre maître qui m'a téléphoné, il ne savait pas comment me parler. On sentait qu'il se passait quelque chose, mais il ne savait pas comment m'appréhender. Et il m'a juste dit, on a un petit problème, c'est que Jonathan est parti. Donc, comme tout de suite, je lui ai demandé comment ça parti. Il m'a dit, pour l'instant, on a appelé les gendarmes. Ils pensent que c'est une fugue, mais bon, on le cherche depuis ce matin, on va le retrouver. Voilà, c'était la conversation première. Sur place, déjà, je vois mon gradé qui me rend compte. Les enfants sont là, la colonie, pour l'instant, vit encore, puisqu'on n'est pas dans la phase d'un enlèvement ou quelque chose de criminogène. On est sur l'hypothèse d'un départ volontaire, une fugue. Quand j'ai raccroché, sachant très bien que Jonathan, pour nous, ne faisait pas de fugue, là, j'ai un peu... l'angoisse m'est montée, la peur m'est montée aussi, donc j'ai un peu lâché prise et puis je me suis un peu énervé. La panique m'a fait péter les plombs. On a appelé la gendarmerie tout de suite et on nous a conseillé d'y aller immédiatement. Donc là, bagages et puis parti en voiture tout de suite, avec très peu de vêtements, parti sur l'instinct. Voilà, je me suis imaginé le pire tout de suite. Mais pour Stéphane et Virginie, la mère de Jonathan, la route est longue jusqu'à Saint-Brévin. Ils arriveront tard dans la soirée, plus de 16 heures après la disparition de leur fils. Jean-Marc, dans le cas de Jonathan, est-ce qu'on peut écarter d'emblée la thèse de la fugue? Non, absolument pas. Pour pouvoir écarter d'emblée la thèse de la fugue, il faudrait connaître son état psychologique, son milieu, sa famille. Or là, il n'était pas chez lui, il était dans un centre de vacances dans lequel il n'était pas préparé à aller. Les fonds nécessaires n'avaient pu être réunis que 8 jours avant son départ. De plus,
Il faut arriver à savoir dans quel état d'esprit il était dans ce centre. Est-ce qu'il a eu des conflits avec les moniteurs, avec certains de ses copains? Est-ce qu'il était à l'aise dans ce centre? Est-ce qu'il s'y trouvait bien? Est-ce qu'il s'y sentait bien? Autrement dit, il faut faire un portrait détaillé de Jonathan. C'est tout ce qu'on appelle le travail de victimologie. Ses parents l'appellent Titi, ou Cowboy. Cowboy n'est pas un costaud. À presque 11 ans, il pèse à peine plus de 30 kilos pour 1,40 m. Mais quel petit garçon est-il vraiment? Sa famille peut en dire un peu plus. C'était un gentil petit garçon. Il était assez heureux, je pense. Très affectif, très attaché à la vie de famille. Une famille nombreuse. Jonathan a 3 sœurs, avec une histoire un peu compliquée. Quand Jonathan avait 1 an et demi, Stéphane l'a recueilli. Il l'a élevé, nourri, aimé, mais il n'est pas son père biologique. Comme Jonathan n'avait pas été reconnu par son vrai père, j'ai pris la responsabilité de le reconnaître. Et on l'avait expliqué à Jonathan à ses 7 ans. Et Jonathan avait été d'accord avec nous et m'avait dit que de toute façon je serais son papa. Et officiellement, je suis devenu son papa. Et du coup, il s'est beaucoup attaché à ce que moi j'aimais. La moto, le football, les sapeurs-pompiers. C'était la passion de la pêche avec moi. Quand j'ai commencé la moto, automatiquement, monsieur voulait faire de la moto, mais tout seul. Pas vraiment en âge. Et par contre, après, c'était plutôt la vie tranquille, calme. Il était assez méfiant et il était surtout timide en plus. Donc il ne s'adressait pas à n'importe qui comme ça sans le connaître. Au centre, Jonathan partage sa chambre avec 5 de ses copains. Entre les sorties à la plage et les matchs de foot dans le parc, il paraît heureux. Mais il y a aussi des accrochages. C'était un petit gamin qui était adorable, comme tous les petits gamins. Quoi. Après, on a tous un caractère différent. Ça aurait pu être mon petit frère. Petit bonhomme, avec une petite bouille d'ange, un peu blond, quoi. Tout le monde dit qu'il était un peu turbulent, moi je l'ai trouvé assez calme. Il se vexe aussi, parce qu'il avait pas mal de petits copains qui se moquaient un peu de lui quand il ratait un ballon, ou je sais pas quoi. Oui, on avait fait un petit match de foot. Ça s'est pas super bien passé, parce que je crois que Jonathan, il avait pris un tacle où il est tombé, puis je pense qu'il a dû avoir une altercation, parce que c'est... Ouais, je crois qu'il s'est vexé, puis après il est parti, quoi. Parti bouder. Le lundi soir, 2 jours avant la disparition, Jonathan va de nouveau se sentir exclu. On fait une petite boum, et après manger, on les met tous dans le... On les envoie tous se préparer, donc les filles vont se coiffer, les garçons vont se mettre un peu de gel sur les cheveux, et puis après on lance la boum et puis c'est parti. Moi j'avais emmené quelques CD pour la soirée, on commence à mettre de la musique, on s'amusait bien. Donc il a demandé à une fille de danser avec lui et elle n'a pas voulu, alors qu'elle avait dansé avec d'autres garçons avant, donc il est parti assez vexé. Je crois qu'il a pris une veste, je crois qu'il n'a pas apprécié. Loin du cocon familial qu'il n'a pas l'habitude de quitter, Jonathan pouvait se sentir fragilisé. Est-ce qu'il aurait pu vouloir s'enfuir, rentrer chez lui? Qu'il en ait vraiment eu marre et qu'il ait décidé de partir, ouais, ça me paraissait pas bizarre. On le taquinait aussi beaucoup. C'était pas la tête de Turc, mais presque. Ah non, pour nous, c'était pas une fugue, c'est pas possible. L'enfant, notre Titi, on l'a appris à gérer justement les moments en forêt pour pas se perdre. Il savait ce que c'était que la montagne, il savait ce que c'était que la marche, il savait ce que c'était de sortir par le froid qu'il faisait. Il serait jamais parti comme il est parti. Un moindre coup de fil, il savait très bien que quelqu'un serait venu le chercher, ou moi ou le grand-père. Ah non, c'était impossible. La famille ne peut pas y croire. Mais pour ceux qui l'ont côtoyé au centre, Jonathan, qui est parfois la tête de Turc, a très bien pu fuguer. Et ce sont eux que les gendarmes ont sous la main. Eux qu'ils interrogeront les premiers. Dans la fébrilité des premières heures suivant la disparition, à qui doit-on se fier? Il y a quand même des détails troublants qui ne vont pas du tout dans le sens de la fugue. La météo d'abord. La météo était mauvaise cette nuit-là. On est au printemps 2004. On est au début du printemps. Il faisait mauvais, il faisait froid. La température était oscillée entre 3 et 4 degrés. Le temps était pluvieux. Or, Jonathan, dans sa chambre, on retrouve ses chaussures et son blouson. Il ne manque que son pyjama. Il serait parti pieds nus, en pyjama, dans une nuit glaciale, dans un environnement totalement étranger. Un peu bizarre. C'est extrêmement bizarre, d'autant qu'il est habitué à faire des promenades en forêt avec son père, et son père lui a appris à se couvrir, à se vêtir chaudement et à emporter de quoi manger. Quand Virginie, sa maman, arrive au centre, elle constate que toutes ses affaires sont là, il ne manque rien. Or, c'est elle qui a fait sa valise, elle sait exactement ce qu'elle a mis dedans. Est-ce qu'il aurait pu rejoindre quelqu'un, un adulte à l'extérieur, qui l'aurait attendu avec des affaires de rechange? C'est une possibilité. D'autant qu'il y a un élément troublant qui va attirer l'attention des enquêteurs dans l'environnement familial de Jonathan. C'est Laurent, son père biologique. Jonathan a pu être troublé d'apprendre que celui qui l'a élevé n'est pas son père biologique.
On peut imaginer qu'un homme l'ait approché, qu'il se soit passé ou qu'il ait été ce père biologique et que Jonathan ait eu envie de le suivre. Mais Laurent va être localisé par les gendarmes quelques jours après la disparition et on va pouvoir vérifier son emploi du temps. Laurent est forain dans la région parisienne. Les gendarmes le localisent assez facilement, l'entendent, épluchent son emploi du temps, le vérifient. Il ne pouvait pas être présent à Saint-Brévin dans la nuit du 6 au 7 avril, c'est impossible. Ça n'élimine pas pour autant l'hypothèse de l'enlèvement. Au fur et à mesure des recherches, celle-ci va d'ailleurs paraître de plus en plus probable aux yeux des enquêteurs. Les gendarmes le savent, les 48 premières heures suivant une disparition sont cruciales. Passé ce délai, les chances de retrouver l'enfant vivant sont presque nulles. Les 2 premiers jours, on se concentre avant tout sur Saint-Brévin. On a des zones boisées, des résidences secondaires qui sont inoccupées à cette période de l'année. On a le littoral. Tout ça, c'est déjà beaucoup de recherche pour les 2 à 3 premiers jours. On n'a qu'un but, c'est de retrouver l'enfant coûte que coûte. Et ce qu'on souhaite, c'est surtout ne rien oublier, rechercher partout, en tout lieu, de façon à s'assurer qu'on n'a rien oublié. Le vendredi 9 avril, 2 jours après la disparition, un avis de recherche est diffusé. La population de Saint-Brévin-les-Pins se mobilise. On voyait des gens le week-end, ils étaient en forêt avec des chiens, ils cherchaient, même avec leurs enfants qui cherchaient. On a rencontré des gens sur les plages, en train de regarder dans tous les blocos, se regarder partout. Je me souviens d'un couple de personnes âgées qui est venu nous trouver un soir, juste devant le centre, et nous proposer un coup de main parce qu'ils étaient de la région, ils connaissaient le moindre chemin, le moindre champ de la région. Un numéro vert est mis en place. Grâce à lui, les gendarmes vont recueillir plusieurs signalements d'enfants errant seuls dans les environs. C'est la peur au ventre, je dirais. Parce que à tout moment, par un témoignage, on se dit ça y est, c'est certainement lui. Ça ressemble trop à Jonathan. Et malheureusement, nos espoirs à chaque fois s'effondrent puisqu'on ne trouve pas. Faux espoir pour les gendarmes, fausse frayeur pour la famille, qui fouille désespérément les bois et les champs autour de Saint-Brévin. On sort avec mon oncle d'un hangar, par l'arrière du hangar, et dans le champ, on voit un corps dans un fossé. Et jambes coupées, mal au cœur, à genoux, incapable de réagir. Et quand on est capable de bouger, on s'est aperçu que c'était un mannequin taille enfant, qui n'avait pas de vêtements, qui n'avait rien, qui traînait dans un champ. Le dimanche 11 avril, après 4 jours sans nouvelles de son fils, Stéphane Coulon lance un appel désespéré sur RTL. Qu'on lui dise que ses sœurs l'attendent, que nous on l'attend, que sa mère attend qu'il revienne. On va pas le fâcher, on se pose des questions. Donc je demande à toute personne, le voyant, de le chercher avec nous. À tout le monde. Les enfants, les adultes, tout le monde. Cherchez-le, aidez-nous. Les moyens déployés pour retrouver Jonathan sont sans précédent dans la région. On a été jusqu'à 200 personnels sur le terrain, sans compter tous ces gens qui sont venus nous aider. 200 personnels, les plongeurs, la section aérienne, les maîtres de chiens. Pendant 6 jours que durent les recherches, où on a un périmètre qui s'élargit de plus en plus, on est sur un rayon approximatif de 15 à 20 km sur la fin. Mais les recherches ne donnent rien. L'espoir de retrouver le petit garçon se réduit comme peau de chagrin. Le pire est à craindre. Le mardi 13 avril, 6 jours après la disparition, le parquet de Saint-Nazaire ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Revenons à l'enquête, Jean-Marc. Les gendarmes ont pu recueillir des témoignages assez inquiétants. Il y a tout d'abord cet enfant du centre qui dit avoir entendu cette nuit-là quelqu'un s'introduire dans le dortoir. Mais il était dans un demi-sommeil et il se peut que ce soit un autre enfant qui soit allé aux toilettes ou un animateur qui ait fait à ce moment-là une ronde. Il y a aussi ce boulanger qui part au petit matin travailler, qui passe par la route bleue juste devant le centre. Il se rendait à cette boulangerie et il a vu une voiture stationnée à hauteur du centre, les 4 portières ouvertes. Celle-là intriguée, mais il ne peut pas en dire plus. Alors, au-delà des témoignages plus ou moins précis, il y a des éléments tangibles qu'on peut essayer de faire parler, à commencer par ce lieu. Dans une enquête comme celle-là, c'est essentiel. Il faut d'abord essayer de déterminer si on est dans une zone criminogène. Ensuite, il faut essayer de savoir quel type de population, quel genre de population habite dans ce secteur à cette période de l'année. Enfin, il faut essayer de savoir si le périmètre du centre est facilement accessible la nuit. Est-ce qu'il faut bien le connaître pour pouvoir y accéder la nuit? Et enfin, le centre lui-même est-il plus ou moins vulnérable?
Autrement dit, c'est un peu comme au cinéma, on part du plan large et on va vers le plan serré. En ce début d'avril 2004, Saint-Brévin-les-Pins est une station balnéaire presque déserte. La moitié des résidences sont inoccupées. Il y a 3 centres de vacances sur la commune, tous regroupés à la pointe sud de la ville, dans le quartier du Menhir. Un quartier calme, isolé, où la présence d'un groupe d'enfants ne passe pas inaperçue. Le centre où séjourne Jonathan est ici, au bord de la route bleue. Cette proximité a tout de suite frappé Emmanuel Danielou, journaliste à la Nouvelle République. La première surprise qu'on a, c'est l'arrière du centre. On se dit, ça donne sur la 4 voies, qui va entre Pornic, Saint-Nazaire, La Baule, Guérande. Et on voit qu'on peut passer par l'arrière du centre comme dans du beurre. Pour maître Catherine Salsac, avocate de la famille Coulon, la sécurité du centre est plus que discutable. Le grillage à l'arrière du centre, près de la route bleue, se trouvait totalement affaissé. N'importe qui pouvait arrêter sa voiture, observer le centre à cet endroit, enjamber le grillage qui était totalement affaissé et aller jusque dans les bâtiments pour bien enlever le petit Jonathan. Puis déjà, on met pas du grillage, on met des barrières, quoi. Au moins sur ce niveau-là, quoi. Ça fait un peu prison, mais ouais, c'est un peu plus sécurisant que du grillage, quoi. Faut l'avouer, c'est un moulin, ce centre. Les portes du bâtiment, la porte du bâtiment principal, hein, celle le premier dortoir, quoi. Celle-là, elle valait rien du tout. Parce que où ça grinçait, où ça fermait pas à clé, où c'était gondolé, où il n'y avait pas de système de sécurité. Non, moi, c'est un centre, il fallait y mettre de l'argent. Mais pour l'avocat des PEP 18, maître Eugène Bangoura, l'organisme a respecté les normes de sécurité. Avant d'être mis en œuvre, les projets de classe de mer sont présentés aux autorités administratives. Et il est évident que s'il y avait la moindre lacune dans le respect des contrôles qui doivent être préalables, eh bien ces projets seraient refusés. Plus inquiétant, peu après la disparition de Jonathan, la presse révèle qu'une agression avait déjà eu lieu, de nuit, dans les mêmes dortoirs. Une personne est rentrée dans les bâtiments où dormait aussi une colonie de vacances, je crois que c'était pendant l'été 98, et où il s'est adonné à des attouchements sur plusieurs enfants. Alors il a réussi à prendre la fuite. On se retrouve 6 ans après avec le même bâtiment vétuste, les mêmes portes qui ne ferment pas et le même grillage affaissé à l'arrière du bâtiment. La tentation, c'est d'affirmer que les grillages étaient dégradés avant l'arrivée de la classe de mer et que nécessairement l'auteur est passé par là. Tous les contrôles qui avaient été effectués antérieurement n'avaient pas caractérisé cet affaissement. Nous longeons le bâtiment des dortoirs et c'est derrière cette fenêtre que se trouvait la chambre, le Pouliguen, celle où dormait Jonathan. Les chambres sont de plein pied. On peut observer assez facilement ce qu'il se passe à l'intérieur et donc repérer les chambres où dorment les enfants. Mais avant cela, l'auteur de l'enlèvement a dû pénétrer dans l'enceinte du centre. C'est pas très difficile. Il y a 2 possibilités. D'une part, il peut rentrer du côté de la route bleue. D'autre part, il peut rentrer du côté de l'allée Andrévien. L'allée Andrévien, la nuit, elle est très peu passante et elle est très sombre. À l'époque, il y avait quand même un portail et des clôtures. Il y avait un portail, mais personne ne se souvient d'avoir fermé ce portail cette nuit-là. Il y a un voisin qui est propriétaire d'un chien. Il dit que son chien aboie la nuit quand il entend du bruit et que cette nuit-là, le chien n'a pas aboyé. Autre possibilité, l'intrus aurait pu rentrer par la route bleue derrière ces arbres. Une fois à l'intérieur du centre, l'auteur doit atteindre le dortoir des enfants et donc, avant cela, savoir où il se trouve. Si on a repéré les lieux, c'est pas bien compliqué. En face de nous, il y a un bâtiment inoccupé. À gauche, il y a l'infirmerie. Et puis ensuite, en continuant, le bureau du directeur et les réfectoires. Il reste ce bâtiment en U. Et c'est là que les enfants dorment. Mais les enfants dorment dans la partie gauche du bâtiment. Dans la partie droite de ce bâtiment, il y a des jeunes gens, ils ont entre 16 et 18 ans, ils préparent le BAFA, le brevet d'aptitude à la formation d'animateur. Et ce soir-là, ils préparent une animation. En fait, ils font plutôt la fête, ça fait beaucoup de bruit, et ça ne se calmera que vers 1h30, 2h du matin. On peut imaginer que l'intrus a dû éviter cette aile-là. Oh, il a sûrement évité cette aile-là, et il a surtout attendu que le calme revienne dans l'ensemble du centre. Et ensuite, il faut entrer dans le bâtiment. Pour entrer dans ce bâtiment, il y a 3 possibilités. Il y a d'abord la porte principale qui donne sur l'allée Andrévien, et puis il y a ces 2 portes vitrées qui donnent sur le couloir où sont les dortoirs des enfants.
Et paradoxalement, ces portes ne sont pas fermées à clé pour des raisons de sécurité. En cas d'incendie, il faut bien que les enfants puissent être évacués rapidement. Alors prenons ces accès un par un. Est-ce que l'auteur aurait pu rentrer de l'autre côté du bâtiment par l'entrée principale? Bon, ça paraît peu probable. Le cheminement est long. Il faut d'abord qu'il entre dans un hall, qu'il tourne à gauche, qu'il passe devant les toilettes, qu'il ouvre une porte, qu'il passe devant la chambre de l'instituteur pour arriver enfin dans le couloir qui donne sur les dortoirs. Donc il nous reste 2 portes, celle qui se trouve face à nous. Effectivement, et la plus probable, c'est la plus proche de nous, celle qui est la plus proche de la route bleue. La chambre de Jonathan était la seconde à gauche. Une fois à l'intérieur, je rappelle qu'on est en pleine nuit au moment des faits, est-ce que l'auteur pouvait se déplacer facilement? Aux 2 extrémités du couloir, il y a des indicateurs de sortie de secours qui restent éclairés toute la nuit. D'autre part, le sol est carrelé avec des semelles en caoutchouc. On s'y déplaçait, c'est plus le cas actuellement, mais on pouvait s'y déplacer sans faire de bruit du tout. Est-ce que Jonathan aurait pu être enlevé en dehors de son lit? C'est bien sûr une possibilité. On peut imaginer qu'il ait eu envie de faire pipi et que le ravisseur se trouve dans un coin sombre de ce couloir et l'ait enlevé à ce moment-là. Mais ça prendra un risque énorme parce que n'importe quel animateur qui faisait une ronde pouvait le surprendre. Le plus vraisemblable, c'est que Jonathan ait été enlevé dans sa chambre. Et là encore, il y a une fatalité terrible puisque cette porte était défectueuse selon le personnel du centre et on ne pouvait pas la fermer de l'intérieur. Il n'y avait pas de poignée à l'intérieur de la porte. Si bien que si la porte était claquée, les enfants ne pouvaient plus sortir de la chambre. Ils étaient coincés dans la chambre. En cas d'incendie, ça aurait été catastrophique. C'est la raison pour laquelle cette porte, effectivement, n'était pas fermée. Donc l'intrus n'avait plus qu'à pousser la porte pour entrer dans la chambre de Jonathan. Il y a 6 garçons qui dorment dans cette chambre. Jonathan se trouve dans le lit, à droite en entrant, le plus proche de la porte. Et il fait totalement nuit à ce moment-là, il fait noir. Pas nécessairement. Il y a une veilleuse ici. Et elle peut rester allumée la nuit pour que les enfants n'aient pas peur. Alors l'auteur aurait donc pris Jonathan dans ses bras, l'aurait sorti du lit, serait sorti de la chambre sans qu'il ne se débatte, sans qu'il ne pousse de cris, sans que personne n'entende rien. Ça paraît totalement invraisemblable. Seulement, tout le monde se souvient de l'affaire de la Plaine Fougère. Oui, Caroline Dickinson. Oui, cette jeune fille qui, dans sa chambre, à côté de 4 de ses copines, a été violée et tuée. Jonathan a très bien pu être tétanisé. Jonathan a pu être bâillonné. Il a pu être menacé par une arme. Ou alors, tout simplement, si son agresseur s'y est pris assez délicatement, il ne s'est pas réveillé. Alors, si l'auteur est entré dans cette chambre, il a sans doute laissé des traces. Les gendarmes vont emmener les draps dans lesquels Jonathan dormait et en les faisant examiner, ils vont enfin trouver ce qu'ils pensent être une preuve matérielle solide. Dans les heures qui suivent la disparition, les techniciens en identification criminelle bouclent la chambre de Jonathan. Dans leur jargon, on ne passe pas une scène de crime au peigne fin, on la passe au CrimeScope, un détecteur optique qui permet de révéler les taches, les fibres, mais aussi toutes les traces biologiques qu'aurait pu laisser un agresseur. Sur le traversin de Jonathan, le CrimeScope va révéler la présence d'une minuscule tache de sang. L'information, qui filtre dans la presse, sera confirmée par le parquet. À partir des cellules prélevées sur le traversin, on parvient à extraire un ADN masculin. S'agit-il de celui de l'agresseur? Tient-on enfin la seule trace qui pourrait permettre de l'identifier? Toute l'enquête va s'attacher à ça. J'ai recherché un homme dans la région nazérienne qui ait pu enlever Jonathan. Mais comme le rappelle le professeur Olivier Pascal, qui dirige l'Institut français des empreintes génétiques, une fois l'ADN extrait, tout reste à faire. C'est ensuite à l'enquêteur d'utiliser ce résultat pour faire avancer son enquête. Soit il a des suspects, et effectivement, il va demander la comparaison entre le suspect et la trace inconnue. Et il regardera s'il y a identité ou pas. Ou cette trace inconnue, il n'y a pas de suspect à mettre en face. Il va l'adresser aujourd'hui au FNAEG, au Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques, pour voir si ce profil n'est pas déjà connu. Le FNAEG a été créé en 1998 dans le but de répertorier toutes les empreintes génétiques relevées dans le cadre des enquêtes criminelles. En 2004, le fichier contient déjà 150 000 profils.
Mais aucun ne correspond à celui qu'on a relevé sur les draps de Jonathan. La difficulté, lorsqu'on aborde une scène de crime, c'est qu'on va effectivement trouver toutes sortes d'ADN. On peut imaginer les personnes qui sont passées les jours précédents, qui ont laissé des traces, qui ont laissé un mégot de cigarette ou qui ont bu dans une tasse et qui vont polluer la scène de crime. Donc la trace ADN vaut ce qu'elle vaut. Ce n'est pas la preuve que c'est l'individu qui a laissé la trace est impliqué dans le crime. À qui appartient cet ADN? À l'auteur ou bien à un kidam qui passait par là? Pour le savoir, les enquêteurs vont devoir prélever l'ADN de tous ceux qui ont pu passer dans la chambre de Jonathan. Un travail qui va leur demander des mois, des années. Non seulement le centre a accueilli des centaines d'enfants, mais il est souvent sous-loué pour des réceptions, comme le confirme Madame Landreau, habitante du quartier. On profite aussi des chambres pour coucher le monde qui ne veut pas ressortir, après forcément avoir bu un peu d'alcool. Donc beaucoup couchent sur place. Nous avons loué la salle pour l'anniversaire de mon gendre. Tous les gens, nous, toute la fête, ils ont eu tous l'ADN. Au total, près de 1500 prélèvements seront effectués dans le cadre de l'enquête. Les gendarmes, c'est vrai, font beaucoup de prélèvements ADN. Le coût aujourd'hui avoisine les 273 000 € à peu près. Donc c'est énorme. Toutes les enquêtes ne font pas l'objet de prélèvements aussi importants. Et c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur cette trace d'ADN que l'on a trouvée. Aux yeux des parents, elle restera pendant 4 ans le seul indice matériel laissé par celui qui leur a enlevé leur fils. Mais au mois d'avril 2008, coup de théâtre. À force de prélèvements, les gendarmes auraient enfin trouvé à qui appartient l'ADN suspect. Le journal du dimanche révèle qu'il correspond à celui d'un autre enfant qui avait séjourné au centre, dans les mêmes draps que Jonathan. L'information ne sera pas confirmée officiellement, mais pour Stéphane et Virginie, qui la découvrent dans la presse, c'est une énorme déception. Leur plus grand espoir de voir l'enquête aboutir vient de s'envoler. Là, c'était la chute libre moralement, dans les semaines qui ont suivi, parce qu'on s'est dit, il n'y a plus rien. Ils se sont aperçus que c'était pas un élément fiable. Jean-Marc, on le sait, l'ADN a révolutionné l'enquête criminelle, mais selon ta propre expérience, est-ce que c'est réellement la reine des preuves? L'ADN fait progresser de manière considérable l'enquête criminelle. Actuellement, on résout à peu près 5000 affaires par an grâce à l'ADN, ce n'est pas rien. Seulement, les enquêteurs doivent garder leur sens critique, doivent toujours savoir douter. Ça ne résout pas tout. Au-delà de ces preuves matérielles, est-ce que l'on peut en savoir un peu plus sur le profil du kidnappeur? Entre les années 90 et 2000, il y a un tas de gens qui se sont autoproclamés profileurs. La plupart, ils n'avaient aucune formation. En fait, le profilage, c'est né aux États-Unis. C'est le FBI qui l'a inventé et c'est basé sur des méthodes statistiques. Aux États-Unis, il y a, hélas pour eux, un grand nombre de crimes en série. Donc, ils ont pu faire des panels importants et en tirer un certain nombre de conclusions. On a évolué considérablement, les profileurs de tout poil n'existent plus. Il y a maintenant un accord, une convention avec le ministère de la Justice qui fait que les profileurs autoproclamés n'interviennent plus dans les enquêtes judiciaires. Alors donc, il n'y a pas de profileurs comme au FBI, mais en France, on a des analystes comportementaux et surtout des experts qui peuvent peut-être nous éclairer sur la personnalité de l'auteur dans cette affaire. Loïc Villerbu enseigne la psychopathologie et dirige l'Institut de criminologie de l'Université de Rennes. Il se garde de tout profilage, mais il a accepté de nous livrer quelques-unes de ses réflexions sur l'enlèvement de Jonathan. Un enlèvement suppose un calcul. Les prédateurs calculateurs, là, plus strictement calculateurs, vont choisir de façon spécifique le milieu et le type d'enfant. Et avec la connaissance qu'ils ont acquise, au fond, de leur activité. Ils savent d'intuition quel est l'enfant qui va résister ou pas. Jonathan a-t-il été sélectionné par son agresseur ou bien a-t-il été choisi au hasard, par opportunité? On peut penser en termes d'opportunité dans la mesure où ça peut être le premier enfant qui se trouve sur le premier lit dès qu'on ouvre la porte. En termes de calcul, ça peut être le choix électif d'un enfant particulier. C'est pas n'importe quel petit garçon, c'est un garçon qui peut être caractérisé par un comportement timide, de repli, craintif. Autrement dit, il pouvait représenter une proie plus facile, plus vulnérable, pour un prédateur qui n'en était peut-être pas à sa première agression.
J'aurais un peu tendance à penser que les agressions qui sont effectuées par des personnes extérieures dans des centres, dans des colonies de vacances, dans des auberges de jeunesse, sont des agressions qui procèdent par association. Nombre de colonies de vacances se ressemblent. Elles sont quasiment toutes de plein pied. C'est la même architecture, c'est quasiment les mêmes dispositions, c'est quasiment les mêmes risques liés aux défauts ou au manque de surveillance. Autrement dit, il y a tout ce savoir-là, qui est un savoir d'apprentissage, qui vient au secours, au fond, de ce qui n'est pas encore connu ou totalement connu. Le ravisseur a donc pu se perfectionner depuis longtemps, au cours d'agressions dans d'autres centres de vacances. Mais pour enlever Jonathan ici, sans donner l'alarme, il a quand même dû repérer l'endroit, planifier l'enlèvement. Concrètement, ça va demander une visite des lieux, connaître la fréquentation des lieux, l'heure où les lieux sont plus ou moins faciles d'approche, etc. Donc, imaginez comment sortir avec éventuellement l'enfant, comment procéder. Jean-Marc, est-ce que selon toi, l'agresseur aurait pu sélectionner Jonathan? Faut être prudent, mais c'est possible avec sa tête d'ange, sa boucle d'oreille. C'est vrai que c'était un enfant extrêmement mignon. Mais c'est plutôt le groupe d'enfants qui a été repéré. Et bien sûr, le centre lui-même. Alors si on examine dans le détail l'emploi du temps de la classe de mer, on se rend compte qu'à plusieurs occasions, Jonathan aurait pu croiser son agresseur. Tout porte à le croire. Celui qui a enlevé Jonathan est un prédateur calculateur. Et il a pu repérer les enfants à plusieurs occasions. Au centre d'abord, où ils passent la plupart de leur matinée. Vous pouvez pas être isolé. Pour être isolé, si, il faut faire une classe de neige et puis rester une semaine dans le même bâtiment, quoi. Là, vous êtes isolé, vous êtes seul avec les enfants. Dès leur arrivée à Saint-Brévin, le mercredi 31 mars dans l'après-midi, les enfants se rendent à pied à la plage de l'Ermitage. Ils y retourneront 3 fois au cours de la semaine, à chaque fois en empruntant le même chemin, celui qui longe le camping à travers bois. De toute façon, chaque groupe d'enfants est repérable. Donc, déjà par le bruit, parce que c'est un peu de chahut, parce qu'il y en a qui sont plus devant, il y en a d'autres qui sont derrière. Donc oui, on est repérable. Pour leur sortie plus lointaine, les enfants prennent le bus de la colonie. Le vendredi 2 avril, ils visitent les marais salants de Guérande. Le samedi 3, ils sont au port de la Turballe. Le dimanche matin, sur la plage de Préfaille. Le lundi après-midi, à bord d'un sous-marin, dans la rade de Saint-Nazaire. Autant d'endroits où des témoins auraient pu remarquer quelque chose, un détail, même insignifiant, une présence inhabituelle, dont ils n'ont peut-être pas mesuré l'importance pour l'enquête. Autant d'endroits où Jonathan et ses camarades auraient pu être repérés. À part les gens qui étaient dans le centre, les gens à l'extérieur, non, il a rencontré personne. Après, s'il a rencontré quelqu'un, moi j'ai rien vu. Et je m'en bouffe les doigts, encore. À moins même qu'on ait repéré l'enfant quelque part, dans un endroit où on est allé, et après avoir retrouvé le car ici. Donc, par déduction, on pouvait penser que l'enfant était ici. Jean-Marc, on a vu comment l'agresseur avait pu cibler Jonathan, comment il avait pu pénétrer dans sa chambre sans donner l'alarme. Mais est-ce que l'on sait par où il s'est enfui? Il aurait pu s'enfuir en ressortant par l'entrée du centre, allée Andrésien. Mais il fallait qu'il repasse alors devant les habitations qui entourent le centre. C'est donc peu vraisemblable. Le plus probable, c'est qu'il ait réenjambé la clôture qui donne sur cette route bleue. Le lendemain de la disparition, les gendarmes ont fait passer des chiens renifleurs et ils ont perdu la trace de Jonathan juste au-delà du périmètre du centre. C'est pas tellement étonnant parce que les enfants s'y trouvaient assez souvent pour aller se promener et les odeurs étaient mélangées. En plus, la pluie a pu effacer les odeurs. Le kidnappeur est donc peut-être parti de ce côté-ci du centre, donc derrière, côté route bleue. Mais est-ce que l'on sait ensuite dans quelle direction il s'est enfui avec Jonathan? S'il avait une voiture et s'il était garé de ce côté-ci, il partait vers le nord. Et il se retrouvait sur le pont de Saint-Nazaire en moins de 5 minutes. Ou alors avoir garé sa voiture de l'autre côté et partir dans l'autre direction. Effectivement, et là il se retrouvait en direction du sud, vers Pornic, voire la Vendée. De toute façon, dans les deux hypothèses où il avait une voiture, il pouvait se retrouver assez loin très rapidement. De la chambre où dormait Jonathan jusqu'au bord de la route bleue, il n'y a qu'une 50aine de mètres à parcourir. Une fois sorti du bâtiment, il suffit de traverser le petit bois et de franchir la clôture. En tout, pas plus de 3 minutes pour atteindre le bord de la route. 4 si on emprunte le passage souterrain pour rejoindre l'autre côté. Le plan de fuite idéal pour un ravisseur qui a préparé son coup. S'il dispose d'un véhicule,
Il a pu parcourir au moins 20 km en moins de 20 minutes. Au bout de 2 heures, il peut être à plus de 100 km du lieu de l'enlèvement. Bien au-delà du périmètre des recherches qui ne seront lancées qu'en début de matinée. Comme l'a dit un gendarme à l'époque, Jonathan s'est volatilisé. Pour la famille, c'est une attente terrible qui commence. Dans l'attente, vous ne savez pas ce qu'est réellement les choses. Donc vous avez même, vous, en tant que parent, vous avez des films qui vont du plus simple au plus tragique. Le problème, c'est d'avoir les réponses. Et tant que vous n'avez pas ces réponses, ça vous détruit. Le major André Corbel a dirigé l'enquête jusqu'au mois de juin 2008. Aujourd'hui, il est encore habité par le souvenir des semaines qui ont suivi la disparition. Déjà, une disparition d'un adulte, c'est quelque chose d'une grosse affaire. Mais là, c'est un enfant, quoi. Avec tout ce qu'on peut imaginer, parce que là, pour nous, il est vivant, quoi. Mais il est certainement plus fugueur, puisque on a passé la semaine de disparition. Donc, on se dit qu'il est quelque part enlevé dans la région, loin. Où est-ce qu'il est parti? Donc, de toute façon, c'est une grosse affaire. Petit à petit, tous les jours, semaine après semaine, on nous a dit qu'il faudra penser à rentrer, il faut aller voir les autres enfants, ça sert à rien de rester. Il faut continuer, mais de loin. On a fait notre possibilité, les enquêteurs font leur possible. Il faut penser à retourner auprès des filles. Donc c'est vrai qu'on avait d'autres enfants, donc c'est pas évident à gérer non plus. Le retour a été difficile, aussi difficile que l'aller, parce qu'on l'abandonnait. Pour nous, on l'abandonnait ce jour-là. J'ai toujours pensé qu'on allait le trouver. J'étais confiant dans nos capacités, dans l'investissement de tous les enquêteurs qui étaient sur place. Je me disais, ça va se faire, quoi, ça va se faire. C'est pas possible, on va le faire, quoi. 6 semaines d'attente, d'angoisse, de questions sans réponse. 6 semaines pour imaginer le pire. Et puis un jour est venu un coup de téléphone. On a retrouvé un corps dans un étang. Mais on n'a pas de confirmation, on attend d'avoir des confirmations pour vous annoncer si c'est Jonathan ou pas. Moi, je suis chez moi, je suis avisé au cours de la nuit. Je suis avisé par le commandant Vaccin, qui est directeur d'enquête, qu'un enfant a été découvert dans une mare à Guérande et qu'on n'a aucune preuve encore que c'est Jonathan. Mais enfin bon, des enfants qui disparaissent dans la région. Donc dès le jeudi matin, je me rends directement sur les lieux d'autopsie à Nantes. Les gendarmes, le maire de la commune viennent nous voir et ils nous annoncent que c'est bien notre enfant. Et là, le vide. Un vide immense. Il n'y a plus rien qui compte, il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus rien autour. Vous savez même plus ce que c'est qu'une porte, ce que c'est qu'un mur. Moi, je suis sorti, j'ai eu un gendarme qui m'a suivi de peur de mauvaise réaction. Ma femme est tombée. Et là, par contre, plus de possibilité de parler. Moi, je parlais plus du tout. Et après, dessus, il a fallu partir. Et là, c'est énorme. Parce que repartir vers quelque chose qui est vide. C'est le soir du 19 mai 2004 que le corps de Jonathan a été retrouvé dans un étang, à Guérande. Jean-Marc, nous sommes arrivés à Guérande en partant du centre de vacances de Saint-Brévin. On a mis à peu près 25 minutes, parcouru 30 km. C'est un trajet qui semble évident, très direct. C'est un trajet qui paraît direct, mais rien ne dit que l'agresseur ait emprunté ce trajet la nuit même de la disparition de Jonathan. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est arrivé jusqu'à ce rond-point, il est arrivé jusqu'à ce manoir. En arrivant à ce rond-point, on tombe directement sur le manoir de la Porte-Calon. Est-ce qu'on peut savoir des choses sur la scène de découverte du corps? C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. On est en plein dans le secret de l'instruction. Pourquoi ce secret de l'instruction? Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments que les gendarmes ont peut-être découverts et que seul l'auteur des faits connaît. Les révéler au public, ça serait extrêmement embêtant pour la suite de l'enquête parce que ces éléments peuvent un jour permettre
de confondre cet auteur et de servir de preuve devant une cour d'assises. Alors, la presse a tout de même beaucoup couvert cette affaire, beaucoup de détails ont été révélés au public, autant d'éléments qui vont nous permettre de peut-être comprendre ce qu'il a pu se passer au bord de cet étang. Le 19 mai 2004, vers 21h, la gendarmerie de Guérande reçoit l'appel d'une des locataires du manoir de la Porte-Calon. Elle vient de découvrir un corps humain flottant à la surface de l'étang. Arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, les gendarmes sécurisent le périmètre, comme le raconte le lieutenant-colonel Pierre Poty. Immédiatement, on comprend très vite qu'il s'agit effectivement d'un corps et se met en place, j'allais dire, la machine habituelle avec une concentration de moyens très importante de manière à prendre toutes les précautions possibles pour la gestion de cette scène de crime. Geneviève habitait le manoir au moment des faits. Comme les autres locataires, elle avait remarqué depuis une quinzaine de jours une forme claire qui se déplaçait à la surface de l'étang. On avait tous vu quelque chose flotter dans l'étang et c'est bizarre à expliquer, mais oui, non, on pensait à un animal mort ou voilà, on n'a pas une vision, on n'est pas allé voir de près puisqu'à chaque fois il était au milieu ou de l'autre côté de l'étang où on n'y va jamais en fait. Les jours d'après, on y pense, on se dit qu'on aurait dû réagir avant, mais qu'on n'a jamais pensé à ça, qu'ils auraient peut-être pu réussir à récolter plus d'indices. Le jeudi 20 mai au matin, les plongeurs de l'Institut de recherche criminelle sortent le corps de l'eau pour autopsie. Il est attaché en position fétale et lesté d'un parpaing. Dans la nuit du vendredi au samedi, l'étang est entièrement vidé. Le fond est examiné. Mais le meurtrier n'a laissé que 2 indices. Tout d'abord, les liens qui entravaient le corps. Selon les informations qui filtrent dans la presse, ils sont faits de cordages en nylon. Ils passent par le cou de l'enfant avant de rejoindre ses poignets, puis ses chevilles. Les nœuds sont de type marin, tous identiques, exécutés avec précision. Deuxième indice, le lieu où le corps a été abandonné. Côté nord, l'étang longe la bâtisse du manoir. Côté sud, il est bordé d'arbres. Au-delà, un terrain en friche de 8 hectares sert de décharge sauvage. Aujourd'hui, une route coupe ce terrain en deux, mais en 2004, cette route n'existait pas. La propriété et l'étang étaient totalement abrités des regards. Cet étang était invisible de la route. Si on ne le connaissait pas, on n'y allait pas. Ça, je suis formel, j'aurais pu passer 10 fois devant, donc devant ce porche, on ne voyait pas l'étang, ou alors il aurait fallu que je passe ma tête par la grille pour voir que je rentre, pour savoir qu'il y avait un étang. Et tout. Donc c'est quelqu'un qui connaissait, il n'y a pas de problème. Donc, impossible de l'extérieur de voir l'étang. À part les habitants et locataires du manoir, qui peut connaître l'existence de ce lieu? Il peut y avoir les clients des 2 boutiques qui sont dans le manoir. Ils peuvent apercevoir l'étang en faisant des courses, c'est possible. Ceux qui connaissent le manoir, beaucoup ne connaissent pas, ne se souviennent pas de l'existence de cet étang. Il y a aussi les jeunes qui squattent dans le terrain vague, qui vont faire des fêtes le soir, qui fument. Là, c'est sûr, ils voient l'étang. Donc le meurtrier connaît les lieux, mais comment est-il rentré dans l'enceinte du manoir? À l'époque, il n'y avait que 3 accès. Le premier est tout proche du manoir. C'est un accès réservé aux locataires. C'est assez délicat d'accéder à l'étang par là parce qu'il faut faire tout le tour du manoir. Et là, c'est très très peu discret. Alors il y a une deuxième entrée, c'est l'entrée principale qui donne sur la cour intérieure du manoir, sans gardien, sans alarme. Est-ce que le meurtrier aurait pu pénétrer par cet accès? C'est peu vraisemblable. D'une part, il y a des capteurs qui déclenchent la lumière dès que quelqu'un pénètre. Et puis d'autre part, l'allée est très bruyante, elle est gravillonnée. Mais il y a un troisième accès au bout de ce mur, à 200 mètres de l'entrée principale. Une entrée beaucoup plus discrète. Tous ceux qui fréquentent cet endroit ou qui simplement même l'ont repéré le comprennent facilement, c'est facile d'y pénétrer. On peut enjamber cette chaîne ou même simplement la décrocher, elle n'est pas protégée par un cadenas. Si, comme on le suppose, le meurtrier est entré par cet accès, il a dû traverser ce terrain accidenté, parcourir plus de 200 mètres pour aller jusqu'à l'étang, en transportant le corps de Jonathan, soit un poids d'une 30aine de kilos. D'abord, rien ne dit qu'il s'agisse d'un homme seul.
Et puis ensuite, même pour un homme seul, s'il est de constitution normale, porter 30 kilos ou plus, ça n'a rien de surhumain. Puis il y a un autre avantage ici, c'est que cet endroit est extrêmement discret, au moins à ce niveau-là. On est protégé par tout le mur d'enceinte de la propriété, il n'y a pas d'éclairage, et s'il fait nuit, en général, c'est désert. Nous sommes devant les temps où l'on a retrouvé le corps de Jonathan le 19 mai 2004, soit 6 semaines après sa disparition. La première chose qui surprend quand on arrive ici, c'est la taille de cet étang qui ressemble plutôt à un bassin. C'est un drôle d'endroit pour se débarrasser d'un corps. Et puis, on est surpris puisqu'on se trouve vraiment sous les fenêtres des habitants du manoir qui pouvaient voir quelque chose. C'était un risque assez important de venir jusqu'ici. À l'endroit où nous sommes, on est effectivement sous les fenêtres du manoir. Mais à quelques mètres de là, la végétation est plus dense. Ça abrite des regards des habitants du manoir. Et en plus, très vraisemblablement, il faisait nuit. Le corps a été retrouvé en position fétale. Il était ligoté, les pieds et les mains étaient attachés, reliés au cou, lestés d'un parpaing. Est-ce que l'origine de ce parpaing ou de la cordelette pourrait être des indices? Le premier réflexe des enquêteurs, c'est bien sûr de demander à ce qu'une expertise soit faite. Mais des parpaings, on en trouve partout, sur tous les chantiers, peut-être même à quelques dizaines de mètres d'ici. Quant à la cordelette, on en trouve également partout. Dans tous les magasins d'accastillage, il y en a pas mal dans la région, puis dans tous les supermarchés. Et la façon dont Jonathan était ligoté, peut-elle nous donner des indications sur l'auteur? Les nœuds étaient des nœuds de type marin. En plus, le corps a séjourné assez longtemps dans l'eau et les nœuds ne sont pas défaits, ne sont pas délités. Il s'agit donc d'un type qui sait faire des nœuds. Est-ce que l'on a pu retrouver des traces sur les liens? Le corps est resté longtemps immergé dans l'eau et l'immersion efface les traces. Retrouver des traces, ça aurait été extrêmement important, beaucoup plus déterminant que les traces retrouvées dans la chambre où a été enlevé Jonathan. Et peut-on savoir quand le corps a été déposé? La date de la mort et la date de l'immersion sont deux choses essentielles dans cette enquête. Elles permettent de savoir si Jonathan a été tué peu de temps après son enlèvement ou bien s'il a été séquestré. Une autopsie va être réalisée au CHU de Nantes pour déterminer les causes exactes de la mort, mais on le sait, le corps est resté longtemps dans l'eau, ce qui va rendre la datation extrêmement complexe. Jeudi 20 mai au soir, les premières conclusions de l'autopsie sont rendues publiques. Les 2 médecins légistes qui l'ont pratiqué au CHU de Nantes confirment qu'il s'agit bien du corps de Jonathan. Mais comment l'enfant est-il mort? On sait seulement qu'il n'a pas été noyé. Le reste est un mystère. Nous avons demandé quelques éclaircissements au professeur Michel Durigon, qui dirige le service médico-légal de l'hôpital de Garches. L'autopsie d'un corps immergé qu'on découvre dans l'eau au bout d'un certain temps, qui n'est pas fraîchement immergé, se complique par les phénomènes de putréfaction. C'est le gros problème qui va gêner considérablement les investigations. Le corps ne présente aucune lésion osseuse, aucune trace d'étranglement ni de coup. Son état n'a pas permis de déterminer si la victime avait été violée ou non. Les violences sévères, c'est-à-dire qui aboutissent à des blessures, c'est les seules qu'on va pouvoir voir sur un cadavre. C'est les violences qui ont abouti à une blessure. Ces lésions-là, normalement, on les voit assez longtemps, mais si les cadavres sont très putréfiés, eh bien, au fur et à mesure de l'évolution du temps, elles disparaissent, on ne les voit plus. Et au bout d'un certain temps, on ne peut plus rien voir. En l'absence de blessures visibles, le diagnostic des médecins conclura à une mort par suffocation. Dans le cas présent, c'est difficile de mettre en évidence les petits signes de congestion, d'échymose, etc. Et c'est par exclusion, quand on ne trouve rien d'autre, qu'on se dit qu'il est vraisemblable, s'il n'y a pas d'éléments toxiques notamment, qui peuvent expliquer le décès, que la mort est secondaire à une suffocation. Peut-on au moins dater la mort de l'enfant? Là aussi, l'état du corps va brouiller les pistes. Mais les témoins rapportent qu'une partie du corps flottait à la surface depuis 10, 15 jours, peut-être plus. Et il existe des méthodes scientifiques qui permettent de déterminer combien de temps il a été exposé à l'air libre. Ces méthodes sont celles de l'entomologie médico-légale. L'entomologie médico-légale, donc, est une science déjà très ancienne, est basée sur le fait que les insectes, enfin un certain nombre de diptères dont les insectes, se succèdent sur les cadavres à intervalles à peu près réguliers. L'avantage aussi des insectes, c'est que la ponte, l'éclosion, le cycle est très basé sur la température et relativement fixe. Donc quand on a un certain nombre d'escouades ou un certain nombre d'insectes qui se succèdent, on peut calculer, c'est grossier bien sûr, ça n'est qu'une approximation, mais enfin c'est quand même utile, l'ancienneté de décès par rapport au nombre
des squats successifs qui se sont succédés sur les corps. Mais ces méthodes sont difficiles à appliquer en milieu aquatique. Il y a beaucoup moins, bien sûr, de diptères dans l'eau, beaucoup moins, et donc c'est beaucoup moins utile, et il n'y a pas une succession aussi régulière qui permettrait une datation. Si ce n'est qu'on peut trouver des animalcules, par exemple au niveau des cavités aériennes, au niveau de la trachée, qui, comparé aux populations de la mare ou de l'étang en question, peut donner une idée sur la date d'immersion. Mais c'est très approximatif. Toutes ces méthodes-là sont très approximatives. Dater la mort avec précision est un vrai casse-tête. Il faudra attendre 2 mois pour obtenir une première réponse. Le corps a été immergé à Guérande autour du 7 mai. Jonathan est mort dans les 24 heures qui ont précédé l'immersion. Une donnée capitale qui va déterminer toute la suite de l'enquête. L'expertise médico-légale laisse beaucoup de questions en suspens. En revanche, elle nous donne une date très précise sur l'immersion du corps, le 7 ou le 8 mai, et nous révèle que Jonathan serait mort peu de temps avant, c'est-à-dire 1 mois après son enlèvement, 1 mois pendant lequel Jonathan aurait donc été séquestré. Séquestrer un enfant, c'est pas facile. Ça suppose toute une organisation, toute une logistique. Ça suppose même, quelque part, qu'on ait préparé un lieu pour ce faire. C'est ce qui oriente les enquêteurs vers une piste locale. Une piste locale, c'est-à-dire que l'auteur habiterait la région. Est-ce qu'il aurait pu le séquestrer chez lui? Ça paraît peu vraisemblable. Séquestrer un enfant chez soi, ça peut très rapidement éveiller les soupçons du voisinage. Ça change toutes les habitudes. Non, ça paraît très peu probable. Donc on pense plutôt à une planque isolée. Oui, dans la région, ça manque pas. À cette époque de l'année, il y a un tas de résidences secondaires qui sont inoccupées. Puis il y a un tas de terrains de camping qui sont isolés et dont les bungalows sont entièrement vides. Mais si l'auteur habite la région, pourquoi avoir choisi cet endroit pour se débarrasser du corps, avec tous les risques que cela suppose? Il y avait effectivement d'autres possibilités. Il y a l'embouchure de la Loire, qui est pas loin. Il y a des courants assez forts. Le corps pouvait être emmené au large. Il y a aussi l'arrière-pays, la Brière. C'est une zone de marais, c'est une zone où il y a des trous d'eau, c'est une zone protégée. Il y a très peu de construction, il y a peu d'habitations, il y a peu de passages. En tout cas, ce n'est pas un choix très rationnel. Non, Arnaud, ni pour toi, ni pour moi, ce n'est rationnel. Mais pour l'auteur, ça a un sens. Mais encore aujourd'hui, ça n'a de sens que pour l'auteur seul. Mais si on rassemble tous ces éléments, la façon dont Jonathan a été enlevé, le fait qu'on retrouve son corps en position fétale, ligoté dans cet étang, on peut peut-être cerner d'un peu plus près la psychologie de l'auteur. Pour analyser le comportement d'un criminel, la gendarmerie fait intervenir ses propres experts. Le département des sciences du comportement, qui regroupe les compétences de psychocriminologues et d'enquêteurs de terrain. On fait un déplacement sur scène de crime et on observe la scène de crime elle-même. Et une fois qu'on est rentré au service, avec les pièces qui nous intéressent, donc ça peut être des photographies, ça peut être toutes les constatations faites sur scène de crime, ça peut être le rapport de médecine légale, ça peut être le rapport aussi dressé, les rapports d'expertise dressés par l'IRCG. Tous ces éléments-là vont nous permettre de commencer à travailler cette analyse de profil d'auteur. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt anxieux ou plutôt désinhibé et qui va être très à l'aise? Est-ce que c'est quelqu'un qui va travailler ou pas travailler? S'il travaille plutôt dans quel domaine? Parfois on peut le dire, c'est assez rare, mais selon des éléments vraiment précis dans le dossier, on pourra donner des indications sur un type d'emploi temporaire ou non, sur certains horaires ou certaines matières. Secret de l'instruction oblige, les experts du comportement ne nous livreront pas leurs conclusions sur le dossier Jonathan. Mais le professeur Villerbu a bien voulu nous éclairer sur certains éléments rendus publics. Le premier détail qui frappe, c'est la terrible précision avec laquelle le corps a été ligoté. Les criminologues préfèrent parler de contention. Alors, la mesure de contention est utilisée pour quoi? Pour interdire tout déplacement? Ou bien elle est utilisée dans le cadre d'un scénario pervers, pour obtenir une position, une allure, une corporéité, une architecture du corps particulière. Connaît-on d'autres types de disparitions du même genre? Et connaît-on d'autres modalités identiques de faire disparaître? Et là, la question des liens va se trouver posée de façon tout à fait particulièrement forte. Dans la mesure où ça peut être pris comme une signature particulière. L'abandon du corps dans un plan d'eau a-t-il aussi une signification pour l'auteur? Est-ce un symbole, une signature? Et voyons d'abord les choses du côté pratique.
Enterrer un corps suppose quoi? Une pelle, une pioche, du temps pour faire un trou. A contrario, le fait d'immerger le corps peut résoudre tous ces problèmes-là de rapidité d'exécution, de disparition totale, etc., etc. Mais pourquoi choisir cet étang-là, alors qu'il y avait d'autres endroits beaucoup plus isolés pour se débarrasser du corps? Je me dis qu'au fond, c'est peut-être quelqu'un qui ne connaissait pas si bien que ça les lieux. Au point qu'il n'ait pas pensé à la bruyère ou au fleuve ou à la mer, hein, mais qu'il savait que là, il y avait un étang. Donc il n'avait qu'une connaissance très partielle des lieux, c'est possible. On peut aussi fort bien penser que ça n'est pas quelqu'un du lieu, mais un itinérant. Quelqu'un qui se déplace. Alors quelqu'un qui se déplace, ça peut être qui? Ça peut être ou bien un routard, ou bien quelqu'un qui vient périodiquement dans le même lieu, donc un saisonnier par exemple, ou bien quelqu'un, puisque nous ne sommes pas loin des ports, quelqu'un qui débarque régulièrement et qui rembarque. Une hypothèse qui irait à l'encontre de la piste locale, longtemps privilégiée et a priori plus logique. Si Jonathan a été séquestré pendant 1 mois, comme l'indique l'expertise médico-légale, il est plus probable que l'auteur habite la région. Résumons, Jean-Marc. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'auteur du crime, de son profil? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a préparé son affaire. Il l'a préparé méthodiquement. Il a fait des repérages dans le centre lui-même, là où a eu lieu l'enlèvement. Il a fait également des repérages là où a été abandonné le corps. Ça, c'est très très vraisemblable. C'est un homme qui a calculé son affaire. Il l'a préparé. Il est probablement adroit, puisque personne ne l'a vu. Personne ne l'a entendu. Ensuite, c'est un type qui doit être manuellement assez habile. La manière dont l'enfant a été attaché semble le démontrer. Et tu parles d'un homme. Pour toi, il ne peut pas s'agir d'une femme. C'est impossible. Très peu vraisemblable. Oui, il doit s'agir plutôt d'un homme. Alors, les profilers américains le décriraient volontiers comme un homme de type caucasien, de couleur blanche, âgé de 30 à 50 ans, moyennement intégré socialement. Mais on est peut-être très très loin de la vérité. Il peut tout simplement s'agir d'un bon père de famille, de quelqu'un qui vit tout à fait normalement. Et il a probablement également une sexualité déviante. Il s'en prend à des enfants. Absolument. Il s'en prend à des enfants et ensuite il leur en veut. Exactement comme les violeurs qui disent que c'est la victime qui les a poussés à commettre le viol. C'est un peu la même chose. Et ensuite, ils n'ont qu'une solution, c'est faire disparaître le corps. Et en faisant disparaître le corps, ils ont presque l'impression de faire disparaître le crime et de faire disparaître ce dont ils ont honte. C'est un type en tout cas qui n'a aucune empathie pour sa victime. Aucune. En mars 2007, 3 ans après l'enquête, la juge d'instruction Aline Bironneau décide d'envoyer tous les éléments du dossier à Rosny-sous-Bois, au Centre national de la gendarmerie, pour les faire examiner, pour procéder à des contre-expertises en police scientifique et aussi en analyse comportementale. Et les quelques certitudes qu'on avait jusque-là vont être réduites presque à néant. Constatation sur scène de crime, rapport d'expertise médico-légale, procès-verbaux d'audition, la cellule Jonathan a accumulé plusieurs mètres cubes de documents. Mais après 3 ans, aucune piste concluante n'a pu être dégagée. L'enquête semble être dans l'impasse. En mars 2007, l'instruction transfère toutes les pièces du dossier aux services centraux de la gendarmerie, à Rosny-sous-Bois. Objectif, obtenir un regard neuf sur l'enquête qui permettra peut-être de lui donner un nouveau souffle. Le service de recherche judiciaire va s'appuyer sur un logiciel d'aide à la résolution de cas. Nom de code, Anacrime, comme analyse criminelle. Les explications de l'adjudant-chef Christian Kozicki. On est sollicité vraiment pour de grosses enquêtes judiciaires où il y a énormément d'informations. C'est difficile intellectuellement de tout gérer, de tout mémoriser. Donc l'outil informatique est là pour justement faire avancer les choses. On n'a pas la prétention de résoudre une affaire. C'est toujours l'enquêteur de terrain qui, lui, va la solutionner, mais on a la prétention de faire avancer le dossier, de faciliter la compréhension de ce qui se passe, justement, dans l'enquête. En général, quand un dossier arrive ici, on compte 7 à 8 mois. Les conclusions des experts seront en partie révélées en mars 2008, et l'une des données de base de l'enquête va voler en éclats. Selon le parquet, l'interprétation des rapports d'expertise réalisés 4 ans plus tôt est délicate. La première expertise, qui situait la mort aux alentours du 7 mai, a orienté l'enquête de manière trop étroite. Désormais, cette date est considérée comme incertaine. Impossible de dire combien de temps l'enfant a été séquestré, ni même si la séquestration a vraiment eu lieu. Jonathan est peut-être mort beaucoup plus tôt qu'on ne le croyait.
Selon les dernières expertises, Jonathan a pu être tué juste après son enlèvement. L'hypothèse de la longue séquestration est donc beaucoup moins solide. Et c'est cette hypothèse d'une longue séquestration qui avait orienté les gendarmes vers une piste locale. Si Jonathan a été tué peu de temps après son enlèvement, ça modifie la donne. La piste locale est moins évidente. Nous sommes à Saint-Nazaire, donc, qui se situe entre Guérande et Saint-Brévin-les-Pins. Saint-Nazaire qui est une zone portuaire. Il y a beaucoup de passages. En plus du tourisme saisonnier qui vient fréquenter les côtes, il y a aussi des bateaux qui vont et qui viennent. Donc des marins. Et en plus, il y a des chantiers navals à Saint-Nazaire. Les chantiers navals, c'est une activité en dents de scie qui suppose des mouvements de main-d'œuvre importants à travers toute l'Europe. Certains arrivent, d'autres partent. Ils restent de quelques semaines à quelques mois. Et justement, il y a une piste qui a longtemps été mise au second plan, une piste dont nous n'avons pas encore parlé. Il s'agit de celle de l'Aube en Noir. Le 22 avril 2004, 15 jours après l'enlèvement de Jonathan, les gendarmes de la section de recherche de Rennes reçoivent une visite qui peut paraître inattendue. Ce sont des policiers allemands. Ces policiers allemands sont à la recherche depuis 15 ans d'un homme qui sévit dans le nord de l'Allemagne et qui s'attaque à des jeunes garçons âgés de 9 à 12 ans qui séjournent dans des centres de vacances. Et ce tueur en série, surnommé le Schwarzmann, l'homme en noir par les policiers allemands, sévit en Basse-Saxe, une région portuaire comme Saint-Nazaire. Le 9 avril 2004, l'avis de recherche de Jonathan est diffusé auprès de toutes les polices d'Europe via le réseau Europol. Les circonstances particulières de cette disparition attirent l'attention des policiers de Verden, dans la région de Brême, au nord de l'Allemagne. Ils prennent contact avec la cellule Disparition 44, chargée de retrouver Jonathan. Il a été décidé, j'allais dire de manière tout à fait logique, que des enquêteurs se rendent sur place. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus facile de pouvoir consulter un dossier, prendre les impressions des uns et des autres, et s'imprégner des circonstances exactes de ce qui s'était passé en France par les enquêteurs allemands. Ultérieurement, il y a même eu des placements d'enquêteurs français en Allemagne, inversement, pour voir si un certain nombre d'éléments pouvaient être rapprochés entre l'Allemagne et la France. Les policiers allemands appartiennent à la commission d'enquête Dennis, du nom de Dennis Klein, un petit garçon de 9 ans disparu dans la nuit du 5 septembre 2001 du centre de vacances de Wülsbüttel, au nord de Brême, en pyjama, pieds nus, comme Jonathan. Bernd Volland est journaliste. Il a couvert l'affaire Dennis Klein pour le magazine Stern à Hambourg. Dennis dormait dans un dortoir avec plusieurs camarades. En tout, il y avait 5 ou 6 enfants dans la même chambre. L'agresseur l'a enlevé dans son lit sans réveiller personne. Il a pris un risque énorme, mais peut-être que c'est justement ça qui le stimule. Pour retrouver Dennis, l'armée allemande est envoyée en renfort. Les champs, les bois, les marais sont quadrillés. Le 19 septembre, le corps de l'enfant est retrouvé dans un chemin forestier près de Hebstedt, à 40 km du lieu de l'enlèvement. On ne retrouve pas son pyjama. Comme Jonathan, Dennis est mort par suffocation. Il n'y a pas de traces de sévices. Au cours de l'enquête, on a découvert qu'une dizaine d'années avant, il y avait eu plusieurs cas d'agression sexuelle qui n'avaient pas été reliés entre eux. Un homme s'introduisait de nuit dans les dortoirs et s'adonnait à des attouchements sur des jeunes garçons. Ça se passait toujours dans les centres de vacances de la région. On dénombre au total plus de 25 agressions survenues entre Brême et Hambourg, de 89 à 92. Les enfants décrivent toujours le même homme. Il est plutôt grand. Au début, les enfants le décrivaient comme athlétique. Plus tard, comme un peu fort, parlant l'allemand avec l'accent du Nord, avec une voix douce et grave. Il portait toujours des gants, des vêtements sombres et un masque ou une cagoule. Et il semblait qu'il connaissait à chaque fois les lieux. Sinon, comment expliquer qu'il prenne de tels risques ? Il faut entrer dans le dortoir, ouvrir la bonne porte, enlever l'enfant, éviter la chambre de l'instituteur. C'est un risque énorme. Il repère forcément les lieux à l'avance, les internats, les camps de vacances. Je peux vraiment pas l'expliquer autrement. Une des victimes va même dessiner le portrait robot de l'agresseur. Pour les journaux, il sera désormais le Schwarzmann, l'homme en noir. Mais Dennis Klein n'est peut-être pas le premier enfant qu'il tue. Pour la police de Basse-Saxe, l'homme en noir pourrait être l'auteur de 4 enlèvements, suivis de meurtres. 31 mars 92, Stéphaniard, 13 ans, est enlevé à Chessel dans la chambre de son internat qu'il partage avec un camarade. 3 jours plus tard, on retrouve son corps déshabillé et ligoté les mains dans le dos dans une dune près de Verden. L'autopsie conclut à la mort par étranglement. 24 juillet 95, Dennis Rostel, 8 ans,
disparaît du campement de Selkernur, près de la frontière danoise. 15 jours plus tard, on retrouve son corps enterré dans une dune au Danemark. Le pyjama est introuvable, l'enfant est mort par suffocation. Rien ne permet de dire s'il a subi des sévices. 10 août 98, Nicky Verstappen disparaît du camp de vacances de Brunssum à la frontière des Pays-Bas. Il avait le même âge que Jonathan. Comme lui, il portait une boucle d'oreille à l'oreille gauche. On retrouve son corps le lendemain de la disparition dans une sapinière à 1 km de là. Les causes de la mort sont inconnues. 92, 95, 98, 2001. S'il s'agit bien du même auteur, il frappe tous les 3 ans. Jonathan pourrait-il être la dernière victime de l'homme en noir ? Alors entre les agissements de ce tueur en série allemand et l'affaire Jonathan, il y a quand même quelques ressemblances dans le mode opératoire. Il y a des éléments troublants. D'abord, le tueur s'en prend à des petits garçons âgés de 9 à 12 ans. Ensuite, il les enlève de centres de vacances. Ensuite encore, il les abandonne dans un rayon de 50 km autour du lieu de l'enlèvement. Et tout ça se passe dans des zones balnéaires ou portuaires. Reste encore à valider cette piste du Schwarzmann au niveau local, c'est-à-dire de savoir si un individu venant du nord de l'Allemagne pouvait à la fois connaître le centre PEP 18 de Saint-Brévin-les-Pins et le manoir de Guérande. Emmanuel Danielou a couvert l'affaire Jonathan depuis la découverte du corps à Guérande. Pour lui, la piste de l'homme en noir a été trop vite écartée. Première chose qui me surprend, c'est que le maire de Guérande, qui est aujourd'hui décédé, nous dit « Je ne connaissais pas moi-même l'existence de cette mare. Pour connaître ça, il faut être du coin. » Et toute l'enquête va s'attacher à « faut être du coin ». Et ça va être la même chose quand on va parler du centre de vacances. Il faut connaître pour aller jusqu'à la chambre de Jonathan, puisqu'il faut passer devant la chambre des enseignants. Il faut absolument connaître le lieu. Et donc, dès le départ, on va évacuer presque naturellement la piste de quelqu'un qui viendrait de l'extérieur. Mais l'homme en noir sévit en Basse-Saxe, à plus de 1300 km de Saint-Nazaire à vol d'oiseau. Qu'est-ce qui aurait pu amener le tueur si loin de son terrain de chasse habituel ? Jonathan était lesté avec un parpaing et des cordages qui ressemblent à des cordages marins. On est dans une région maritime. Mais dans le nord de l'Allemagne, on est aussi dans une région maritime. C'est Hambourg. Et là, on est sur les chantiers navals. Et ce qui est encore surprenant, c'est que la population des chantiers navals, depuis la nuit des temps, circule à travers l'Europe pour assurer les chantiers. Confirmation auprès de Christophe Belzer, qui a étudié les mouvements de main-d'œuvre sur les chantiers de l'Atlantique. On a effectivement du personnel qui forcément est amené à bouger, surtout avec l'élargissement de l'Europe, ça c'est une évidence, à la fois vers les grands chantiers européens comme Brennes, mais également des petits chantiers au Danemark comme Odense ou Hambourg. Voilà, on retrouve des ouvriers, des intérimaires, des sous-traitants qui se sont manifestés à Saint-Nazaire. Coïncidence ? Les crimes attribués à l'homme en noir ont toujours eu lieu dans des régions portuaires où les chantiers navals sont nombreux. Et dans les 3 ans qui ont précédé la disparition de Jonathan, Saint-Nazaire a connu l'un des plus grands chantiers de son histoire, celui du Queen Mary 2. Sa construction a demandé un renfort de plus de 6000 ouvriers et ingénieurs venus de toute l'Europe. Quand il y a eu un afflux nécessaire de personnel pour les chantiers navals, où est-ce qu'on a logé le personnel ? Dans les centres de vacances qui sont aux sources de Saint-Nazaire. Et ça a été le cas à Saint-Brévin-les-Pins. Entre 2000 et 2004, des centaines de personnes ont séjourné à Saint-Brévin, parfois pendant plusieurs mois. La plupart étaient logés à proximité du centre PEP 18. Mais peut-on faire le même raisonnement s'agissant du manoir de Guérande ? Là encore, fallait-il forcément être du coin pour savoir que derrière ces murs, il y avait un étang. En fait, ce manoir, c'est un vrai lieu touristique, puisqu'on est à la fin de la route bleue, c'est-à-dire de cette 4 voies. On est à la sortie de Guérande, qui est vraiment un pôle touristique. C'est un petit Mont-Saint-Michel, un petit Carcassonne avec ses remparts. Il y a toujours beaucoup de monde là-dedans. En 2004, il y a déjà des boutiques installées au rez-de-chaussée. Les nombreux touristes qui les fréquentent peuvent apercevoir l'étang en entrant dans la cour. Et si l'on interroge les voisins du manoir, comme Madame Alain, on apprend qu'au fil des ans, les étages ont été occupés par beaucoup de gens qui n'étaient pas du coin. Les 15 dernières années, il y avait les locataires au manoir qui étaient des locataires saisonniers qui venaient en location à la semaine ou à la quinzaine. Puisque c'était une période où il y avait quand même encore beaucoup d'étrangers sur Guérande. Dans les années 90, des vacanciers venus entre autres d'Europe du Nord ont séjourné au manoir. Depuis leurs fenêtres, ils avaient vue sur le plan d'eau.
on peut parfaitement connaître l'étang de Guérande et le centre de vacances de Saint-Brévin comme si on y avait vécu, sans pour autant habiter la région. La piste allemande n'était peut-être pas si fantaisiste. Mais entre les crimes de l'homme en noir et l'affaire Jonathan, il y a eu pendant longtemps un élément qui ne collait pas. Le scénario du meurtre. En Allemagne, on était sur quelque chose de pulsionnel, c'est-à-dire que l'enfant était enlevé. Et assez vite, il était tué après. Or, en France, on est persuadé que Jonathan était enlevé et séquestré 1 mois. Oui, mais voilà, 4 ans après, on nous dit on n'est pas sûr. On n'est pas sûr du tout que Jonathan ait été séquestré 1 mois. On n'est pas sûr non plus qu'il n'ait pas été tué rapidement après les faits. Donc en fait, on est sûr de rien. Pour le lieutenant-colonel Poty, si la piste de l'homme en noir reste intéressante, il ne faut pas confondre la théorie et la pratique. On regarde si sur le profil de l'auteur, on a des éléments communs. On regarde si sur effectivement les modes d'action, les modes opératoires, on a des éléments de rapprochement. Voilà. Dans l'immédiat, le rapprochement reste purement intellectuel. On n'a pas d'éléments objectifs permettant de rapprocher le dossier français avec le dossier commis, enfin les faits commis en Allemagne. Jean-Marc, nous avons essayé de rassembler le maximum d'informations sur ce dossier dans les limites du secret de l'instruction. Nous avons étudié les lieux, les environnements, confronté les différentes théories. Quel est ton sentiment sur cette affaire? Dans cette affaire, les gendarmes ont fourni un travail titanesque. Plus de 7000 pièces de procédure, plus de 600 auditions, plus de 1500 prélèvements ADN. Et à ce jour, l'auteur n'est toujours pas identifié. Une enquête, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Il y a des pistes qui s'ouvrent. En langage policier, on appelle ça des portes. Ces portes s'ouvrent. On croit les avoir refermées, elles peuvent se réouvrir. C'est probablement le cas de la piste allemande actuellement. Une enquête non élucidée, c'est quelque chose d'humainement et de socialement intolérable, insupportable. Insupportable pour les parents, insupportable pour les proches, mais insupportable aussi pour les magistrats et les enquêteurs. Alors tu le disais, il y a eu plus de 600 auditions de témoins et pourtant on est loin d'avoir fait le tour de tous les témoignages. Les témoignages, c'est comme les pièces d'un puzzle. Plus on en obtient, plus on les assemble et plus le portrait du crime se précise, se dessine. Or, dans cette affaire, il semble qu'il manque certains témoignages. Ces témoignages, comment les obtenir? Par des méthodes d'enquête classiques qui pourtant ont beaucoup évolué. Comment savoir qui est passé dans ce centre à Saint-Brévin? Qui est passé dans ce manoir à Guérande? Comment le savoir? Les médias peuvent permettre de susciter des témoignages. En avril 2008, les gendarmes ont lancé un site internet, www.dossierjonathan.fr, pour recueillir de nouveaux témoignages. À nous, aujourd'hui, de prendre le relais et de tenter d'éclaircir les nombreuses zones d'ombre qui entourent ce crime 4 ans après les faits. L'expérience a déjà fait ses preuves au Canada ou en Allemagne. En France, c'est une première. Le 22 avril 2008, la gendarmerie et le parquet de Saint-Nazaire lancent le site dossierjonathan.fr. Rappel des événements, photos des lieux du crime, emploi du temps détaillé de Jonathan avant sa disparition. Tous ceux qui pourraient avoir vu quelque chose ont la possibilité d'entrer directement en contact avec les enquêteurs. Notre attente principale, c'est de réveiller les mémoires. C'est tout à fait ça. C'est de permettre d'obtenir un certain nombre d'éléments ou de détails ou d'informations qui peut-être peuvent paraître insignifiantes pour les gens qui les détiennent, mais qui, à la lecture de ce site, pourraient effectivement nous être transmises. Il est clair que tout le monde cherche des réponses à cette question pourquoi et surtout comment et qui. Et tant qu'on n'aura pas ces réponses, je crois que jamais on ne sera tranquille et jamais on ne pourra dormir tranquille. C'est une évidence. Et si les enquêteurs en font une affaire personnelle, pour Virginie et Stéphane, les parents de Jonathan, c'est presque une question de survie. Le deuil se fera quand on saura. Ça, c'est dur. C'est une des choses les plus dures à vivre avec. C'est pourquoi, comment et qu'est-ce qui s'est passé réellement. On veut du concret. Sortir du flou. Pouvoir, qu'il repose en paix et que la justice soit rendue. Jean-Marc, merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce premier numéro de Non élucidé. Nous sommes arrivés au bout de notre parcours à la recherche du meurtrier de Jonathan.
Entre le détachement nécessaire à l'analyse des faits et l'émotion que suscite forcément ce type d'affaires, il est toujours difficile de trouver le ton juste. Nous avons voulu privilégier la sobriété et la clarté, mais tous ceux qui ont travaillé sur cette émission l'ont fait avec la même image en tête, celle encore souriante de ce petit garçon brun au regard clair et qui allait fêter ses 11 ans. Bonsoir.